Ambassadeur Suzuki, bonjour. Ravi de vous accueillir. Merci. On voulait parler avec vous peut-être des relations commerciales entre le Japon et le reste du monde. Vous avez été un des principaux négociateurs du traité commercial Japon-Europe. On a été assez surpris de la rapidité, enfin de la conclusion finalement des négociations. Est-ce que pour vous c'est le signe d'une ouverture générale du Japon au commerce ? Oui, une ouverture générale, si le Japon va toujours dans la direction d'une plus grande ouverture, mais je pense qu'il y avait une accélération de cette ouverture. La négociation avec l'Union européenne, ce que nous appelons le partenariat économique, a commencé en 2012. Donc quand j'ai pris, disons, la négociation en tant que chef négociateur, on a déjà passé 4 ans sans faire de grands progrès. Mais la négociation a été conclue, vu que j'étais impliqué en pratiquement 4 mois en principe et 8 mois pour la conclusion finale. Donc il y avait une grande accélération et je pense qu'il y a 12 éléments qui ont contribué à cette accélération. Première, c'est l'arrivée de l'administration Trump et l'autre, c'est le référendum sur Brexit. Donc 12 événements qui ont, je peux dire, disons, renforcé la prise de conscience qu'il fallait travailler pour une plus grande ouverture du commerce international, garder le système ouvert et libre, à la fois du côté du Japon et aussi en Europe. Votre expérience en France, pays qui en tout cas se dit ouvert, et évidemment votre origine japonaise, est-ce que vous pensez que cette ouverture toujours croissante va bénéficier au secteur que l'on dit en général fermé au Japon, c'est-à-dire agriculture, etc. On présente souvent le Japon en fait avec 2 visages, un visage très compétitif et très ouvert, automobile, électronique, robots, et puis un visage plus protectionniste, agriculture et toute une série. Est-ce que vous pensez que cette division va se résoudre grâce à l'ouverture ? L'ouverture va accélérer certainement cette division. Je pense que l'économie japonaise est en train de connaître une transformation très importante. D'une partie à cause du changement démographique, mais aussi changement de la structure économique. Le Japon maintenant essaie d'être un pays exportateur de produits agricoles au lieu d'être, disons, du côté d'importateur, en protégeant notre propre producteur. Donc là, il y a pendant la négociation sur le partenariat économique, j'ai senti qu'il y avait une volonté au Japon, chez les agriculteurs, chez tous ceux qui sont impliqués dans l'industrie agricole, de pouvoir exporter plus que de protéger leur propre marché. Et d'autres. Un autre changement est que, dû à la démographie, les collectivités régionales au Japon sont en train de connaître un dépeuplement important et il fallait trouver des moyens pour faire venir, même de l'extérieur du pays, des acteurs économiques qui peuvent maintenir une certaine vigueur de l'économie régionale. 12 éléments importants qui n'existaient pas avant. Est-ce que vous avez vu en France des choses, des expériences qui pourraient fonctionner au Japon ? Des choses qui peuvent fonctionner. La France, par exemple, a une forte volonté de transformer son économie vers une économie plus basée sur la technologie, plus ouverte. La France avait un côté mondialiste que le Japon peut apprendre beaucoup, mais chez les Français, je pense qu'il y a une volonté, non seulement en France, mais en Europe en général, de créer, disons, une sorte de standard mondial pour la bonne gestion économique et aussi pour la protection des consommateurs qui n'existe pas ailleurs, ni aux États-Unis, ni en Chine. Et il y a beaucoup de points communs avec le Japon et l'Europe. Et on peut
Bon, ce côté est plus important peut-être à long terme qu'une ouverture de marché. Le Japon et l'Europe travaillent ensemble pour établir des nouveaux standards, soit pour l'économie numérique, soit d'autres choses. Ambassadeur Suzuki, merci beaucoup.